Et Pascal-Emmanuel Gobry est toujours avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Ethics and Public Policy Center, un think tank basé à Washington. On va revenir sur Donald Trump et le parti républicain. Le parti, il faut le rappeler, ne voulait pas de ce candidat, surtout pas de ce candidat à la base. Les républicains contrôlent désormais le Sénat et la Chambre des représentants parce qu'en même temps de voter pour cette élection présidentielle, ils votaient aussi pour le renouvellement de certains parlementaires. Alors, est-ce que le Congrès et le nouveau président vont réussir à s'entendre ? Ça c'est toute la question. C'est la question à quelques milliards de dollars. Personne ne le sait. C'est-à-dire que Paul Ryan, qui est le speaker de la Chambre des représentants et qui est plus ou moins le leader des républicains traditionnels, on va dire, à Washington, déteste cordialement Donald Trump, je pense qu'on peut le dire, à la fois personnellement et idéologiquement. Est-ce qu'ils vont arriver à collaborer ensemble pour passer quelque chose, ou est-ce que ça va être la guerre civile continuée comme ça a été par le passé ? Personne ne le sait. Il y a des points consensuels du programme sur lesquels ils peuvent s'entendre. Les républicains, ils aiment toujours baisser les impôts de tout le monde tout le temps, et Trump, il veut baisser les impôts, donc ça, c'est bon. Sur l'immigration, je pense que l'establishment républicain qui est pro-immigration se rend compte qu'il a perdu la partie, donc ils vont se calmer. Mais il y a d'autres choses. Sur le protectionnisme, là, ça va être très très compliqué parce que les républicains ont toujours été un parti libre-échangiste. Voilà, les accords de libre-échange, l'ALENA, avec le Mexique, le Canada. Ça va être très compliqué. Puis il y a les histoires de personnel qui jouent toujours. Nancy Pelosi, qui est la patronne des démocrates dans la Chambre, a déjà dit qu'elle était prête à travailler avec Trump sur le programme de relance d'infrastructures, parce que ça c'est un truc que les démocrates aiment bien. Donc ça c'est déjà un point positif. Donc il y a des points de consensus, mais il y a aussi des points de dissension. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça, personne ne le sait. C'est le candidat le moins prévisible de l'histoire, enfin depuis des générations. Oui, ce qu'on dit, c'est un électron libre. Et puis on en saura évidemment plus une fois qu'on connaîtra finalement les personnes, les personnalités politiques qui va mettre aux différents postes finalement, voilà, aux différents ministères, comme nous on les appelle en France, donc les différents secrétaires d'État en fait qui va le nommer. On va revenir aussi sur le parti démocrate. Le parti démocrate, finalement, comment il va après cette défaite d'Hillary Clinton ? Barack Obama, Hillary Clinton, est-ce qu'il n'a pas ou est-ce qu'il ne va pas imploser petit à petit ? Comment il va faire pour se reconstruire après cet échec ? C'est une énorme défaite pour le parti démocrate. Ils s'en étaient pris déjà pas mal en 2010 et 2014 pendant les midterms. Donc ils ont perdu la Maison Blanche, ils ont perdu le Congrès. Les républicains ont plus de 35 États sur 50, c'est-à-dire gouverneurs et législature. Ce qui a aussi des implications très fortes parce que les États votent les circonscriptions, la taille des circonscriptions, ce qui fait que la Chambre est pour les républicains pendant en moins encore 20 ans, parce qu'ils font le découpage électoral qui va bien. Ça veut dire tous les réseaux, toutes ces infrastructures, enfin c'est un parti à reconstruire, et c'est un parti qui à l'heure actuelle n'a pas de leader. Barack Obama sort, Joe Biden, il a 80 ans, Hillary Clinton, elle est complètement décrédibilisée parce qu'elle avait le candidat le plus facile de l'histoire, elle a réussi à perdre contre lui. Si on regarde la moyenne d'âge des sénateurs démocrates, elle est beaucoup plus élevée que celle des sénateurs républicains. Il y a une nouvelle fournée de jeunes. Il y a des Marco Rubio, des Ted Cruz, des Tom Cotton, etc., qui sont des jeunes, qui ont des idées. On cherche les équivalents côté démocrate, il n'y en a pas vraiment. Nancy Pelosi, pareil, elle a 75 ans. Il y a Elizabeth Warren, mais elle est à l'ultra-gauche du parti, elle peut pas unifier le parti. Donc c'est un parti sans leader, qui a des vraies questions idéologiques à se poser et qui, en termes d'infrastructure, s'est fait détruire. Merci beaucoup Pascal-Emmanuel d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Et puis maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est au Parti démocrate de voir justement quel va être son avenir et peut-être, comme vous le disiez, de trouver de nouvelles têtes, peut-être pour un renouveau. Merci. Et tout de suite, direction Washington. Vous retrouvez la première partie du débat avec Stéphanie Antoine. Bonsoir à tous
tous et bienvenue dans le débat de France 24 spécial élection américaine. Nous sommes à Washington. Donald Trump est le 45e président américain. Alors comment expliquer sa forte victoire? Quel est son projet? On en parle avec mes invités. Charles Davidson est avec moi. Bonjour, vous êtes directeur de la publication The American Interest et associé à la Hudson Institute. Et Gareth Martin, bonjour. Merci également d'être avec nous, professeur et conférencier à la School of International Service à l'American University ici à Washington. Alors Charles Davidson, d'abord une première réaction sur cette victoire, très grande victoire finalement de Donald Trump. Oui, alors... Avez-vous été surpris? Oui, je crois que ici, tout le monde a été surpris. En tout cas à Washington DC. Non, mais je crois y compris M. Trump. Et peut-être pas... En êtes-vous si sûr? Ah, je ne sais pas. Mais il semblerait, et il faut aussi, si on revient seulement quelques jours, il était complètement découragé et avant les révélations de la FBI sur les emails de Hillary Clinton, là, ça lui a redonné un peu de punch. Il avait le sentiment d'avoir perdu l'élection. Donc tout le monde était surpris. Et c'était aussi une chose de dernière minute parce que à 22h hier soir, on pensait que Hillary allait gagner et aujourd'hui, tout le monde se réveille un petit peu avec une gueule de bois de part et d'autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous aussi, c'était la gueule de bois cette nuit? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Charles. Je crois qu'on est à court de mots pour décrire ce qui s'est passé, un tremblement de terre politique. Je suis aussi tout à fait d'accord. Je pense que même au sein de la campagne Trump, ils ont été assez surpris parce que même leur sondage interne ne donnait pas Trump gagnant. Donc ça a été une énorme surprise pour tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie finalement entre l'élite, et aussi on est à Washington, et justement cette population qui a voté pour Donald Trump, qui sont finalement les oubliés de l'Amérique, les oubliés de la croissance? Est-ce que finalement il y a un tel fossé maintenant entre ces deux Amériques, plus véritablement à prendre le pouls de l'autre Amérique? Oui, d'une certaine mesure, je crois que c'est correct. C'est vrai qu'en partie, l'élite, les côtes ne comprennent pas bien une partie de l'électorat américain. Mais si on regarde les gens qui ont voté pour Trump, c'est pas que les oubliés de la mondialisation. Trump a gagné... C'est une grande partie tout de même, ce type d'électorat. En partie, mais c'est surtout les électeurs blancs. Mais c'est pas seulement les électeurs blancs qui ont souffert de la mondialisation. Si on regarde les électeurs qui gagnent plus de 50 000 $ par an, ils ont voté en majorité pour Trump aussi. Donc il y a un électorat assez vaste, il y a une coalition assez vaste qui a voté pour Trump. Les chrétiens évangéliques ont voté pour Trump. C'était pas forcément... Bon, ils auraient voté pour le candidat républicain de toute façon, les chrétiens évangéliques. Ils auraient peut-être qu'ils se seraient abstenus. Mais ils ont voté à peu près dans les mêmes nombres que pour Romney. Donc ça a été un peu une surprise. Ils ont été plus pragmatiques qu'on aurait pu le penser. Peut-être grâce au colistier? Ou à cause du colistier justement de Donald Trump? C'est possible, c'est possible. Encore une fois, c'est peut-être difficile de vraiment déterminer toutes les motivations de tous les électeurs, mais c'est possible que Pence a pu les rassurer, oui. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces deux Amériques, Charles Davidson? Est-ce qu'elle explique ce succès électoral de Donald Trump? Je crois une chose qui est claire... Cette incapacité de cette Amérique finalement intellectuelle de tester, de prendre le pouls de l'autre Amérique. Oui, tout à fait. C'est sûr et certain que c'est une révolte contre les élites. Et nous avons quand même eu la prémonition avec le vote pour Bernie Sanders et qui surtout vers la fin de la primaire démocrate avait dominé même au niveau des primaires Hillary Clinton. Et lui avait compris que la classe ouvrière, il fallait aller vers cette classe ouvrière. Voilà, il a compris cela et donc le vote Sanders et le vote Trump se rejoignent. La surprise, c'est que les élites ne vont jamais à l'intérieur du pays. Au niveau de The American Interest, il y a un fossé. Nous avions envoyé quelqu'un dans des villages où il y avait des supporters Trump, mais la plupart des commentateurs et des analystes n'ont pas quitté Washington. Donc tout ça a été un peu théorique et on n'avait pas du tout pris le pouls de l'électorat. Alors justement, ça explique. C'est quand même, malgré tout, c'est difficile de penser qu'elle se soit pris un tel revers. Hillary Clinton, elle avait la machine électorale avec elle. Elle avait le financement beaucoup plus important même que Donald Trump. Plus, je dirais, effectivement, toute cette élite. Comment l'expliquer véritablement? Parce que c'est un véritable échec pour elle. Hein. Et d'ailleurs pour les démocrates. Oui, c'est un échec pour les démocrates. C'est très, très surprenant. Avant les élections, c'était pas seulement le fait que les sondages pensaient ou donnaient Hillary Clinton gagnant. Il y avait une bonne pensée jusqu'au dernier jour qu'il pourrait même gagner le Sénat. Or là, maintenant, les républicains... Les républicains ont gagné le Sénat, donc... Oui, ils ont les pleins pouvoirs maintenant. C'est un revers pour Hillary Clinton. Je pense que Donald Trump n'était pas un candidat habituel.
c'est vraiment un candidat en téflon. Hein. Donc toutes les attaques, toutes les bavures, toutes les insultes, toutes les choses qu'il a dit n'ont pas vraiment eu un énorme impact sur lui. Après, il a pu avoir un discours de haine et en même temps incarner le changement. C'est tout de même, Oui, mais c'est très difficile pour Hillary Clinton, qui a fait partie de l'administration Obama, après de faire campagne, d'accepter une partie de son bilan, mais aussi de se séparer. Et ça, c'est toujours un exercice très difficile. Ce fut le cas pour Al Gore en 2000. Puis Hillary Clinton est un personnage public et politique depuis 30 ans, donc il y a beaucoup de bagages, il y a beaucoup de critiques qui sont déjà en place. Donc, et puis un personnage détesté par l'électorat de Trump, en l'occurrence. Oui, c'est un candidat qui a vraiment certainement mobilisé les électeurs pour Trump. Donc la campagne était plutôt favorable à Donald Trump, cette campagne qui finalement était très haineuse, une campagne de caniveau, elle a profité à Donald Trump. Oui, parce que je pense que vous voyez même durant les primaires républicaines, Donald Trump a vraiment pris l'oxygène de la campagne. C'est-à-dire que toute la conversation était autour de Trump. Et en grande partie, même durant l'élection présidentielle, ce fut la même chose. Donc c'est vraiment une élection présidentielle qui a été déterminée par Trump plutôt que par Hillary Clinton. Et déterminée par la campagne également, par ce niveau de campagne extrêmement haineuse. Vous pensez que ça a joué en sa faveur? Ça finit par jouer en sa faveur parce qu'il était plus combatif aussi. Mais je crois qu'une chose, ce qu'il faut comprendre... Malgré le discours misogyne, malgré le discours de haine... malgré tout ça, c'est assez extraordinaire d'ailleurs qu'il ait pu passer avec cette attitude et toutes ces révélations. Mais je crois qu'il faut comprendre, et une chose que nous voyons avec cet aspect gueule de bois, c'est que Hillary Clinton n'est pas du tout un personnage politique charismatique. Et tout le monde était d'accord là-dessus, on n'a pas envie de voter pour elle. Et puis, il y a eu un très fort rejet. Il y a eu un fort rejet. Alors au niveau des Noirs, des Latinos, les gens sont moins venus voter que l'on ne pensait. Ils ont été moins mobilisés que du temps des élections de Barack Obama. Comment expliquer cela? Je pense que c'est ce problème de charisme. Et vraiment, c'est ce qui a coûté à Hillary. Et je pense d'ailleurs que sa carrière politique est morte. Là, c'est fini. C'est terminé pour Hillary Clinton. C'est votre avis aussi? Oui, si on regarde les précédents de gens qui ont perdu les campagnes présidentielles, c'est pas forcément un bon signe, oui. En tout cas, les partis démocrates vont peut-être faire une introspection, essayer de comprendre pourquoi Bernie Sanders était plus populaire à un moment donné. Est-ce ce qu'ils vont faire ou pas? C'est possible, mais je me souviens qu'en 2012, le Parti républicain avait fait une introspection disant qu'il fallait faire plus de mobilisation, qu'il fallait être plus conciliateur envers les minorités. Et après, on a quand même eu Trump. Donc les introspections, c'était une chose, mais ça donne pas forcément ou ça mène pas forcément à des changements de toute façon. Alors, le projet de société de Donald Trump, c'est tout de même un projet qui vise protectionnisme, un projet avec une politique d'une immigration extrêmement dure, puisque a priori, il veut expulser 11 millions de migrants mexicains, c'est tout de même ce qu'il a dit. Il est antilibéral, du coup, c'est vrai que les marchés ont mal réagi, ça c'était attendu. Sur le commerce international, rien que pour commencer avec cela, va-t-il véritablement revenir sur l'accord avec le Canada et le Mexique, sur l'accord Asie-Pacifique? Est-ce que vous pensez qu'il va le faire, ça? Oui, alors peut-être pas, parce qu'il faut se rappeler qu'au moment de la campagne, il a changé d'avis sur plein de sujets. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'il fasse le tri entre ce qui est possible et pas. Et ça pourrait ne pas être très possible de revenir sur ces accords commerciaux? Voilà, tout à fait. Oui, il va falloir qu'il s'adapte. Et les deux premières choses qu'il a dites hier soir, il a parlé dans sa première phrase de son discours de s'occuper des banlieues et de l'infrastructure. Et je pense que personne ne s'attendait vraiment à ça, et surtout qu'il parle du problème des banlieues, pour lequel d'ailleurs Barack Obama n'a rien fait. Alors justement, en parlant d'infrastructure, il a tout de même, dans son programme, il y avait un gigantesque plan de relance de 1000 milliards de dollars dans lequel justement il disait vouloir investir dans les infrastructures. Donc là-dessus, je dirais, il serait conforme à ses annonces. Tout à fait. Et il va faire cela en baissant les impôts et augmentant la dette forcément. Donc tout cela va merveilleusement se passer. Vous le dites avec beaucoup d'ironie, c'est vrai. Comment va-t-il financer effectivement un plan de relance de près de 1000 milliards de dollars dans les infrastructures tout en baissant les impôts? Ça restera un point d'interrogation. Il dit qu'il va emprunter donc sur des bons du Trésor à 30 ans. Et c'est peut-être pas une mauvaise idée, c'est-à-dire que les démocrates et les républicains sont tout à fait d'accord que
que l'infrastructure aux États-Unis est insuffisante, est un frein au développement économique. Nous sommes très très loin derrière la France, par exemple, qui a une des meilleures infrastructures au monde. Et je pense d'ailleurs qu'il faut regarder cela d'une façon technologique aussi. Et s'il le fait bien et que c'est bien géré, ça sera peut-être quelque chose qui pourra se passer beaucoup mieux que l'on aurait pu penser. Mais là, on avait l'impression qu'il parlait plutôt des infrastructures pures et dures, Donald Trump. Parce qu'il n'a pas beaucoup parlé de numérique et de technologie dans son discours. Mais il pourrait effectivement mettre en place ce plan de relance qu'il a annoncé de 1 000 milliards de dollars. C'est possible, mais certainement les prévisions économiques suggèrent que la dette va vraiment augmenter de manière significative. Après, bon, les prévisions des déjà sondages... très très forte, la dette américaine. La dette américaine est déjà très forte. Mais je rejoins un peu ce que Charles a dit, c'est que si on regarde son programme, c'est vraiment dur de pouvoir le distinguer parce qu'il a beaucoup changé d'avis. Hier, dans son discours de victoire, c'est important ce qu'il n'a pas mentionné non plus, il n'a pas mentionné le mur qui était tout un symbole. Alors, justement, est-ce qu'il va faire un mur entre le Mexique et les États-Unis? Il a dit de nombreuses fois pendant la campagne. Est-ce qu'il va expulser les 11 millions de migrants clandestins? Est-ce qu'il va faire tout ça? Parce que cette politique anti-immigration, elle a fait mouche pendant la campagne. Elle a fait mouche, mais j'en doute fortement. Mais, les logistiques, le coût de bouger 11 millions de personnes serait incroyable. Donc j'ai vraiment du mal à croire qu'il va faire ça. Et du mal à croire qu'il va construire un mur également? Le mur, il y a déjà un mur en partie. Donc après le coût du mur, je doute que le Mexique va le payer. Mais s'il ne le fait pas, il va se désavouer devant ses électeurs. Oui, ça faisait partie de ses grandes promesses. Oui, enfin ça fait partie du dilemme quand on est de gouverner. On est forcément obligé de faire certains choix et on va forcément aliéner certaines populations. Pour l'instant, Trump, c'est un peu... c'est un candidat où les gens peuvent projeter leurs peurs, leurs envies. Mais bon, Trump va devoir faire des choix et j'ai du mal à croire qu'il va être capable de construire un mur comme il... Vous êtes d'accord? Oui, je pense qu'il Sur la construction de ce mur dont il a tellement parlé pendant la campagne, c'était un symbole. Je pense qu'il va faire le mur en ce qui donc vous n'êtes pas d'accord avec Gareth Martin? Non, c'est une expression, il me semble. Enfin, mon français n'est pas parfait. Il va faire le mur concernant faire le mur. Oui, il va faire le mur, d'accord. Voilà, il va faire le mur. Il va prendre la poudre d'escampette. Voilà. Donc il va éviter le mur. Oui, à moins que ça soit le premier grand projet d'infrastructure. Mais je pense que vis-à-vis de l'électorat, les promesses ne sont pas très importantes parce que l'électorat s'en fiche de ça. L'électorat veut des jobs. Oui. C'est ce qu'il a dit, je vais vous donner des jobs, donc je vais faire du protectionnisme pour vous donner des jobs. Or, pas sûr que le protectionnisme crée des jobs. Ça reste aussi une question. Je vais faire un mur et je vais expulser les immigrants parce que justement vous pourrez récupérer leurs jobs. C'était ça son discours. Oui, tout à fait. Alors la grande faille dans tout ça, c'est la globalisation. Parce que elle est mal comprise par l'électorat et on peut faire certaines choses, forcément, mais on ne peut pas revenir en arrière sur toutes ces questions. Et en Europe, en France, il y a des tendances aussi anti-globalisation, mais il faudra faire des compromis, et ça c'est sûr. Par quel type de compromis, par exemple, sur les accords commerciaux? Sur les accords commerciaux, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Par contre, on peut faire beaucoup plus au niveau social dans ces communautés du Middle West qui ont été très défavorisées par la déindustrialisation. Parce qu'on n'a rien fait pour ces gens, y compris du point de vue psychologique. Mais les élites, le gouvernement ne s'est pas occupé d'eux. Voilà, comment les aider? Parce que ces jobs disparaissent. On parle justement des jobs de mines de charbon, des jobs dans l'industrie sidérurgique, toutes ces industries traditionnelles des États-Unis. Qui meurent aux États-Unis. Ça va être un problème parce que je pense qu'il ne pourra pas faire grand-chose. Alors relancer l'infrastructure, ça va créer quelques jobs en col bleu, mais ça sera marginal. Et surtout, ça risque d'être temporaire peut-être? En plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Gareth Martin? Qu'est-ce qu'il peut faire justement pour cette population qu'il a élue et à qui il a fait des promesses de retrouver des emplois qu'ils n'ont plus parce que la mondialisation effectivement a détruit ces emplois? Je vais encore rejoindre Charles. Vous êtes d'accord avec Charles? Oui, parce que je pense que ça va être difficile. Beaucoup de ces emplois pour le Rust Belt, ces emplois ouvriers, ces emplois de l'acier ou du charbon ne vont pas revenir. On ne peut pas vraiment faire une compétition avec la Chine vers le bas. Mais en même temps, il leur a fait une promesse. Et c'est son électorat. Oui, mais l'électorat a des vues très contradictoires aussi. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que si on regarde les vues par rapport sur le commerce extérieur, une majorité d'Américains soutiennent le commerce extérieur, mais une majorité pense aussi que ça a un effet négatif sur les emplois.
Donc c'est le cas, oui, c'est un fait. Mais c'est un fait, ça pousse un peu dans des directions très contradictoires. Je pense que ce qu'il pourrait faire, ce qui a été fait un petit peu dans les années 90 sous Clinton, mais pas assez, c'est plus de programmes de reconversion. Essayer de développer des nouveaux emplois. Mais ça, je pense que c'est un attrait pour peut-être ceux qui sont plus jeunes, pour ceux qui ont 55, 60 ans. Ils ont peu de chances de pouvoir se reconvertir à ce niveau-là. Et sur l'Obamacare, il a dit qu'il voulait revenir. Alors, est-ce qu'il va détricoter véritablement ce qu'a fait Barack Obama en termes de politique de santé? Oui, apparemment, ce sera la première chose qu'il va faire quasiment. Mais il faut quand même comprendre que Obamacare, dans l'exécution, a posé beaucoup de problèmes et que les coûts ont augmenté de façon spectaculaire. Donc, ça n'a pas marché. Bon, en même temps, c'est un progrès social. C'est un progrès social, mais à un coût qui est presque le double de la France. Et donc je pense que, par exemple, juste en paperasse, nous dépensons 3,5% de notre produit national brut. Et parmi les pays industrialisés, le pire après, c'est 1,5%. Donc mais lui veut revenir sur l'idée de couverture universelle, en fait. Il veut revenir sur l'idée même de cet Obamacare. Oui, alors ça c'est dommage et on va bien voir ce qui va se passer parce que les gens ne voudront pas de cela non plus. Alors ça sera sûrement un conflit par rapport à... Mais par contre, s'il a la majorité au Sénat et au Congrès, il pourra faire passer énormément de choses. Il pourrait détricoter cet Obamacare ? Pas forcément complètement, parce que pour détricoter complètement, il lui faudrait probablement 60 votes au Sénat. Et je doute qu'il va avoir 60 votes au Sénat. Il aura probablement, les Républicains auront peut-être 52, 53 sénateurs. Donc les démocrates pourraient utiliser le filibuster, donc l'obstruction parlementaire. Cela dit, c'est vrai que ce qu'ils pourraient faire, c'est changer le contenu d'Obamacare, donc changer certains des aspects. Privatiser une partie, en fait. Privatiser, relancer la compétition à travers les États. Pour l'instant, c'est donc chaque État. Donc là, vous tuez le principe. On change le principe fondamental. Je pense que ce serait une erreur d'essayer de changer le fait que 20 millions de personnes maintenant ont une couverture qu'ils n'avaient pas avant. Ça, je pense que ce serait politiquement dangereux. Après, qui sait? Il peut le faire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Gareth Martin. Merci Charles Davidson d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bien sûr, vous restez sur France 24.